français, s'il vous plaît. Donc, chacun dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Ok, merci. Okay. Bien, bonjour, M. Fontenelle. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui puis de vous proposer quelques solutions à vos problématiques. Félicitations tout d'abord parce que premièrement, vos problèmes, c'est pas des gros problèmes qui sont mauvais, c'est quand même des bonnes choses. Vous voulez payer les études de vos enfants puis créer d'autres entreprises pour faire plus d'argent, alors c'est une bonne chose. Je vais vous présenter l'équipe qui a travaillé très fort pour vous proposer d'excellentes solutions. Premièrement, j'ai ici Mademoiselle Cynthia, j'ai M. Jean et j'ai moi-même Sophie Brault. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Pour le plan de la présentation aujourd'hui, nous allons premièrement commencer avec la situation actuelle, nous allons suivre avec la problématique, nous allons ensuite suivre avec le mandat, la résolution, nous allons proposer également quelques consignes par rapport à l'éthique et le développement durable de votre société, et puis nous allons terminer avec la conclusion. Pour ce qui est de la situation actuelle, vous, M. Yves Fontenelle, êtes marié avec Mme Nathalie Fontenelle. Vous détenez, M. Fontenelle, la société de gestion Mélanie Incorporée, comprenant avec votre soeur Mélanie, et vous détenez la société de gestion Fontenelle Incorporée au complet. Vous avez 3 enfants, Sylvain, Christian et Hélène. Bon, la problématique, c'est vraiment réorganiser le dossier de votre famille, Fontenelle. Premièrement, vous avez reçu une offre d'achat pour une franchise. Vous voulez payer les études de vos enfants. Puis tout ça, ça crée qu'on veut payer le moins d'impôts possible. On possède les mêmes objectifs. On est là pour ça. On va vous décider de différer sur votre impôt, de la fractionner ou encore de juste le réduire avec d'autres moyens qu'on va vous aider à trouver. Et puis pour notre mandat, premièrement, nous avons la création d'une fiducie du but principal, premièrement pour les études de vos enfants et également afin de fractionner vos revenus. Également, nous avons l'analyse de la proposition de la franchise qui vous est offerte présentement. Nous allons suivre avec les montants payables à l'Agence du revenu. Ensuite, les ventes de la société que vous détenez avec votre sœur. Et nous allons terminer avec la vente des immeubles locatifs. Pour ce qui est du financement des études, ce qu'on vous recommande, premièrement, c'est d'aller avec un REI, un régime enregistré d'épargne d'études. Les bénéficiaires du REI seront vos 2 enfants, Sylvain, 10 ans, et Hélène, 8 ans. Malheureusement, l'enfant le plus âgé de 19 mois n'est pas admissible puisqu'un REI, on peut cotiser jusqu'à un maximum de 17 ans pour les bénéficiaires. Cotisation maximale totale pour un bénéficiaire, c'est de 50 000 $ au total. Subvention du gouvernement, le gouvernement va cotiser 20% de ce que vous cotisez, jusqu'à un maximum de 2 500 $ par année. Subvention totale maximale qui se situe aux alentours de 7 000 $ au total. Puis le REI, malheureusement, contrairement au REER, n'est pas déductible du revenu. Puis pour ce qui est, parce que vous avez un 3e enfant qui est présentement aux études, puis la solution que nous pensons qui est la meilleure, c'est créer une fiducie. Puis la fiducie, ce qu'elle va permettre, c'est d'avoir l'argent qui provient de gestion Fontenelle va aller dans la fiducie et vous pourrez décider de donner de l'argent à votre plus vieux garçon pour qu'il puisse payer ses études de cette façon-là. Puis ensuite de ça, ce qui va faire qu'il va n'y avoir aucun changement par rapport à la catégorie d'actions que vous possédez pour gestion Fontenelle. Vous garderez le contrôle, c'est-à-dire que ce sera des actions qui seront votantes. Tandis qu'il y aura une nouvelle catégorie d'actions pour la fiducie qui va posséder pour avoir de l'argent provenant de la gestion Fontenelle. Puis aussi, j'ajoute que la fiducie va permettre de fractionner le revenu parce que c'est encore un autre avantage que la fiducie offre, c'est de fractionner le revenu parce que votre femme, présentement, n'a aucun revenu. Elle pourra aussi avoir des dividendes de la fiducie. Pour ce qui est de la nouvelle catégorie d'actions aussi, on met l'emphase sur une nouvelle catégorie pour ne pas affecter le capital versé des actions que vous détenez présentement, M. Yves Fontenelle, dans la société de gestion Fontenelle Incorporée. Et puis, un peu de règles générales par rapport à la fiducie. Premièrement, il est important de savoir qu'une fiducie est une entité distincte qui est créée par le constituant, il est géré par les fiduciaires et ensuite, elle est mise au bénéfice des bénéficiaires. Également, nous, on suggère une fiducie discrétionnaire parce que dans votre cas, vous pourrez encore gérer la fiducie. C'est vous et les 2 autres fiduciaires qu'on va vous proposer qui vont gérer comment donner des tels montants aux bénéficiaires.
soit argent ou actif. Et puis, les avantages, comme ma collègue l'avait présenté, est la multiplication de la déduction en gain en capital et terminer avec les fractionnements de revenus. Pour ce qui est des trois composants de la fiducie, le constituant, ce qu'on vous recommande, c'est de choisir une personne âgée qui ne figure pas sur les testaments. La personne, c'est vraiment elle qui va créer la fiducie, soit par un dépôt initial d'un actif ou d'un montant d'argent. Les fiduciaires, c'est généralement trois personnes qu'on recommande pour satisfaire à la règle de la majorité. Ici, notre proposition, c'est vous-même, M. Yves Fontenelle, votre femme, ainsi qu'un avocat ou un ami qui vous est proche, qui vous savez vous soutiendra toujours dans vos décisions. Puis pour ce qui est des bénéficiaires, vous, M. Yves Fontenelle, votre femme, Mme Nathalie et vos trois enfants. Bon, c'est au risque de se répéter, encore là, votre femme, Nathalie, elle n'a aucun revenu. Puis il faut profiter de cette opportunité-là parce que l'impôt progressif, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'impôt à chaque tranche d'argent que vous gagnez. Vous, présentement, M. Fontenelle, vous avez un revenu d'emploi moyen environ 150 000. Alors, c'est évident que vous allez payer le plus haut taux de revenu pour l'excédent. Puis c'est pour ça que là, je disais, je vais me répéter, c'est le versement des dividendes à travers la fiducie. Votre femme, elle va payer moins d'impôts sur ces dividendes-là qu'elle va recevoir, tandis que autrement, ça aurait été vous qui l'aurez payé, puis vous aurez payé l'impôt encore davantage. Maintenant, pour changer un peu le sujet, on va vous proposer quelques recommandations par rapport à la franchise Eurolife. Il est nécessaire de considérer qu'un avantage d'une fiducie, d'une franchise, est premièrement la notoriété du franchiseur et également le soutien qui est offert par cette personne. Également, dans votre cas, vous avez une indemnité pour déménagement qui est un gros plus pour vous et également vous avez de l'aide pour les premiers 18 paiements à chaque mois pour votre loyer. Également, les désavantages reliés à ça, c'est un gros investissement de 250 000 $ dans votre cas, alors il faudra trouver une manière de financer cet investissement. Également, les pertes de contrôle, parce que c'est le franchiseur qui va contrôler tous les franchisés. Et dernièrement, un autre désavantage est le versement de redevances annuellement à chaque année par rapport à 1,5% de vos revenus annuels. Pour ce qui est des indemnités de déménagement, il y a trois critères qui vont s'appliquer pour que l'avantage soit en partie non imposable. Premier critère, il faut se rapprocher d'au moins 40 km du nouveau lieu de travail. Il faut que le lieu de travail soit au Canada. Il faut que l'indemnité ait été reçue dans le cadre de l'emploi. Pour ce qui est de l'avantage, le premier 15 000 $ reçus seront non imposables. Pour ce qui est de l'excédent, il y a un calcul spécifique qui s'applique par rapport au taux prescrit. Cet excédent-là va être imposable. Puis là, si vous acceptez l'offre d'achat et vous décidez de déménager, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, ça va être la vente de votre maison actuelle. Elle vaut 500 000, puis vous l'avez payée 400 000. Donc ça inclut, ça veut dire que vous allez faire un gain en capital de 100 000. Mais puisque c'est votre résidence principale, ça ne sera pas imposable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis la deuxième, c'est vous allez sûrement avoir des frais de déménagement tout au long de ce processus-là. Il y a différents frais qui sont déductibles de votre revenu total, c'est-à-dire comme par exemple pour la nouvelle maison. Il va y avoir des frais de branchement pour l'eau, pour l'électricité, pour toutes sortes de choses, ça peut être déduit. Il y a les frais de l'ancienne maison, parce que évidemment, vous n'allez pas vendre votre maison tout de suite, vous allez probablement avoir des choses à payer comme le chauffage, les taxes sur la maison, les assurances. Ensuite de ça, il y a les frais de vente. Vous allez peut-être demander à un agent immobilier de vendre votre maison. Il y a aussi des commissions. Vous allez peut-être aussi demander à un avocat ou un notaire pour faire les différents paperasses qui s'amènent avec ça. Il y a aussi les frais de repas, parce que vous n'allez peut-être pas rester dans une maison pendant une période de temps, parce que vous allez vendre votre maison, mais vous allez aussi en acheter une autre. Vous avez un maximum pour les frais de repas de 51 $ par jour par personne pour un maximum de 15 jours. Puis la même chose s'applique pour les frais d'hébergement, c'est un maximum de 15 jours. Puis encore là, il faut être raisonnable dans le montant du frais d'hébergement. Je ne vous conseille pas d'aller dans un hôtel public comme d'une grosse suite présidentielle, ce sera plutôt comme quelque chose qui, c'est dans l'agence qui va être raisonnable. Finalement, il va aussi avoir des frais de déménagement parce que vous allez peut-être louer un camion de location pour transférer vos biens personnels. Et puis, l'analyse de la franchise Eurolife, nos recommandations par rapport à ça, vous devez considérer que Eurolife, le franchiseur vient d'Europe. Donc, comme il ne connaît pas Montréal à 100%, vous devez toujours prendre ça en considération et également chercher des prix à d'autres franchiseurs qui sont qui seraient la même franchise relativement. Le but principal de ça, c'est parce que
comme elle est établie en Europe, ils ne connaissent pas tous le marché à Montréal, dans notre cas, mais plutôt le marché européen. Donc, ici, on recommande de regarder d'autres offres de hautes personnes et puis à la fin, prendre une décision. Pour ce qui est de l'achat de la franchise de 250 000 que vous devrez payer, il y a différentes alternatives qui s'offrent à vous. C'est un gros montant. Par exemple, vous pouvez faire un prêt bancaire, aller par le versement de dividendes par la société de gestion Fontenelle. Vous avez un compte de dividendes à capital qui est de 37 000 présentement. Vous pouvez donc verser des dividendes libres d'impôt à partir de là. Le profit que vous ferez, le profit de 100 000 que vous ferez sur la vente de votre maison pourra aussi aider dans l'achat de votre franchise. Le profit sur la vente des actions de gestion Mélanie Incorporée que vous appartenez avec votre sœur. Ici, il y aura l'utilisation de la déduction pour gain en capital qui pourra vous aider si elle s'applique, si les actions sont admissibles. Puis aussi le rachat des actions de la gestion Fontenelle Incorporée qui pourra aussi vous aider. Mais ici, il faut faire attention, il pourra avoir imposition sur un dividende réputé si le prix de rachat est plus élevé que le capital versé. Là, sans cours un autre mandat, vous avez vendu des immeubles, puis l'Agence du revenu Canada a considéré que ce n'était pas un gain capital, mais plutôt un revenu d'entreprise, donc c'est pas admissible pour le 50 %. Bon, premièrement, vous avez payé des choses lorsque vous avez été appelé en cours pour contester ce que l'Agence du revenu du Canada vous a dit. Premièrement, vous avez payé des honneurs professionnels, puis on considère que ça pourrait être déductible si c'est raisonnable, évidemment, parce que vous avez demandé de l'aide de fiscaliste pour vous aider. Ensuite de ça, les intérêts et pénalités. Parce que vous n'avez pas payé un montant d'impôt, vous avez eu des intérêts et des pénalités que l'Agence du revenu du Canada vous demande de payer. Puis ça, elles ne sont pas déductibles. Si vous regardez à l'annexe 1 de votre T2, vous allez voir que vous devez les ajouter de votre revenu net comptable. Ensuite de ça, c'est comme je vous dis, recommandation, payez s'il vous plaît le plus tôt possible les impôts, les intérêts, les pénalités. Comme ça, il n'y aura pas d'accumulation d'intérêts sur les impôts que vous payez. Pour changer de sujet encore une fois, voici la vente des actions de la société de gestion que vous possédez avec votre sœur, soit Gestion Mélanie Inc. Premièrement, la valeur de rachat de vos actions privilégiées est de 10 000 et vous avez un TVA de 500 qui vous mène un gain en capital de 9 500 et un gain en capital imposé de 4 750. Alors, comme Justin vient de vous présenter, c'est la situation si que les actions ne sont pas admissibles à la déduction pour gain en capital. Vous avez présentement, M. Fontenelle, une déduction de gain en capital non utilisée de 750 000 $. Pour qu'elle soit admissible, il y a 3 critères qui s'appliquent. Au moment de la vente, au moins 90 % de la juste valeur marchande des actifs doivent servir à gagner un revenu activement. Deuxième critère, pendant les 24 mois qui suivent la vente, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actifs doivent avoir servi à gagner un revenu activement. Troisième critère, pendant les 24 mois qui suivent la vente, les actions doivent avoir été détenues par le propriétaire présent ou une personne qui lui est liée. Donc ça, c'est les 3 critères pour que les actions soient admissibles à la déduction pour gain en capital. Vous voulez aussi vendre vos immeubles locatifs, mais ça a été proposé par une de vos amies avocats. Puis, premièrement, vous allez les vendre. Premièrement, vous allez créer une nouvelle société. Puis ensuite de ça, avec cette société-là, c'est l'entreprise gestion qui appartient à les immeubles. Vous allez vendre les immeubles à la nouvelle société que vous avez créée. Puis vous allez utiliser l'article 85 de la loi de l'impôt sur le revenu. Puis premièrement, avec cet article-là, il faut créer une somme convenue. Puis la somme convenue, vous avez certaines règles, puis il faut que le prix soit inférieur à la juste valeur. Comme habituellement, quand tu le vends à 85, tu le vends à un prix qui est dessous la juste valeur marchande. La règle générale, premièrement, juste valeur marchande, la somme convenue, il faut qu'elle soit plus grande ou égale à la juste valeur marchande, puis non, plus petite ou égale à la juste valeur marchande, mais plus grande ou égale à la contrepartie autre qu'en action. Puis la règle spécifique, c'est que la somme convenue doit être plus grande ou égale que la contrepartie. Puis, quand on utilise l'article 85, il n'y a aucun gain en capital, mais la règle, c'est vraiment d'avoir des actions en échange de la vente. C'est pour ça que vous allez appartenir à la nouvelle société en vendant, gestion portefeuille plutôt, va obtenir la nouvelle société. Puis là, c'est ici qu'on a marqué les montants, juste de valeur marchande qui est 750 000. La somme convenue, on l'a mis à 564 000. C'est là qu'on voit que la somme convenue est inférieure à la juste valeur marchande. Parce qu'habituellement, en personne liée, on doit transiger à la juste valeur marchande. La contrepartie haute correction. Puis ça, on propose un billet à payer parce que gestion
ne possède pas l'argent pour payer. Non, la nouvelle société ne possède pas l'argent pour payer les immeubles. Donc, avec un billet à payer, elle pourra payer à mesure qu'elle fait des profits sur ces immeubles locatifs. Le capital action, ça va valoir 186 000, puis la contrepartie totale va valoir 750 000, qui est la réserve marchande. Et puis ici, on vous présente l'organigramme de toutes vos sociétés et votre fiducie qu'on a créées. Comme on l'avait montré tantôt, on a encore la société de gestion Fontaine qui est appartenue par la fiducie et M. Yvan. Et puis, la nouvelle société qu'on vient de créer est appartenue par la société de gestion Fontaine. Donc ici, vous aurez la chance de vous verser des dividendes inter-sociétés extra-libres d'impôts et par la suite, ils pourront être transférés aux fiduciaires par le biais de la fiducie. Maintenant, ça fait une petite parenthèse avec le développement durable. Le développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est un type de développement qui permet de répondre aux besoins actuels de la population sans toutefois compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc, ce qu'on vous recommande de ce côté-là, c'est l'embauche régionale pour la nouvelle franchise. C'est parfois plus avantageux financièrement d'aller chercher des employés dans une région plus éloignée, mais c'est pas éthique de le faire pour s'avantager soi-même. Donc, un autre côté pour le développement durable, ce serait les rénovations écologiques. Vous avez fait des rénovations dans les années passées sur votre maison. Il y a aujourd'hui des crédits d'impôt personnels qui sont offerts pour les rénovations écologiques, que ce soit pour l'économie d'énergie, par exemple. Donc, on vous encourage à aller de l'avant avec le développement durable de ce côté-là. C'est maintenant rendu au temps de la conclusion. Puis c'est là, on va vous faire des petites recommandations qui sont des petits à côté. Premièrement, vous avez un compte de dividendes en capital. Puis ça, c'est un beau cadeau que vous avez là parce que c'est des dividendes que vous pouvez vous verser sans payer d'impôts. Parce que vous avez vendu des biens. Puis comme vous le savez, quand vous vendez des biens, c'est un gain en capital qui va être imposable à 50 %. Donc, l'autre partie à 50 % est inclus dans ce compte de dividendes en capital-là et vous pouvez le recevoir. Puis c'est peut-être de cette façon-là que vous pourrez payer aussi votre franchise d'impôt. Je veux que vous l'utilisez le plus tôt. Vous pouvez l'utiliser le plus tôt possible parce que si vous faites des pertes en capital, ça vient réduire ce compte de dividendes en capital-là. Alors, pour éviter cela, vous le sortez le plus tôt possible de ce cas-là. Il n'y aura pas d'incident qui va arriver comme ça. Pour ce qui est de votre REER, je vous conseille de le cotiser au maximum. Puis pourquoi c'est simple? Parce que c'est déduit de votre revenu. Puis comme que je vous le dis, vous faites un revenu qui est assez élevé. Donc, vous voulez payer moins d'impôts possible. Donc, réduisez votre revenu avec cette déduction-là du REER. Troisièmement, il y a une avance que vous avez reçue de gestion. OK? Puis, il y a une règle qui dit que lorsque vous recevez un prêt d'une société qui vous est liée, elle ne devrait pas être sur votre bilan 2 années de suite. Pourquoi ça? Parce que l'Agence du revenu va regarder ça. Elle va vous imposer sur ce revenu-là parce qu'elle va croire que c'est un revenu d'emploi que vous avez reçu. Donc, pour éviter cela, vous allez payer l'avance que vous avez reçue. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Pour continuer nos recommandations, comme Mme Nathalie détient une formation en comptabilité et vous allez probablement, avec nos recommandations, quand vous avez recommandé, choisir de franchiser, elle pourrait faire la comptabilité de cette société. Pourquoi? Mais ça serait une manière, encore une fois, de transférer des revenus afin de différer les impôts avec le revenu. Donc, si elle gagne un revenu, elle pourra, au lieu de gagner un revenu, au lieu que M. Yvon gagne un revenu plus élevé, elle pourrait transférer une partie à son épouse et elle pourrait gagner un revenu afin de différer l'impôt. Encore une fois, pour le prêt entre une amie, il faut s'assurer de retirer l'actif du bilan personnel. Pourquoi? Mais ça ne représente pas bien la situation de l'actif de la société. Si je peux seulement ajouter, pour le salaire payable à votre femme, Mme Nathalie Fontenelle, il faudra seulement s'assurer que le salaire que vous allez lui payer sera raisonnable, puis que vous seriez prêt à payer ce salaire-là à une personne qui vous est non liée, parce que si vous la payez trop pour un simple titre de commis comptable, par exemple, l'agence pourra vous poser des questions. Donc sur ça, ça nous a fait plaisir de vous présenter le résumé de votre dossier, qu'on est prêt à répondre à vos questions. Dans le fond, vous nous avez parlé dans l'acquisition de l'exploitation de la franchise Eurolife, mais quand je regarde votre organigramme final de tantôt, moi je vois pas l'exploitation de l'entreprise. Moi je la vois. Elle est où?
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on aurait dû ajouter que M. Fontenelle possède. C'est vrai, il aurait dû avoir une nouvelle flèche pour la franchise. Ouais. Ok. Donc vous aurez créé une nouvelle compagnie juste pour la franchise que M. Yves Fontenelle aurait. Peut-être la franchise aurait accepté qu'il possède des actions de sa propre entreprise. C'est quand même comme si c'était un propriétaire unique pour la franchise. Ok. Et vous recommanderiez quoi? Entreprise, individuelle ou une corporation? Corporation, parce que ça distingue de lui, ce qui fait peut-être pas ça. Oui, puis aussi avec le biais de la fiducie, on pourrait transférer des montants puis les utiliser en chaque bénéficiaire. Pour ce qui est de l'idée de la franchise, au départ, on était vraiment confiant à l'idée de se franchiser, mais l'idée de Eurolife qui n'est pas dans la région, ça c'était peut-être plus observer qu'est-ce qui aurait pu être offert par d'autres franchiseurs avant d'aller vraiment d'avant avec Eurolife. Vas-y. Moi, j'ai une autre question pour, dans le fond, la dernière slide que vous avez présentée, vous dites pour le prêt à une amie, vous avez dit de le retirer, dans le fond, du bilan personnel parce que, dans le fond, ça ne représentait pas la situation actuelle de monsieur. Mais est-ce qu'on a une autre possibilité de faire autre chose avec ce montant-là ou il est tout simplement perdu? Ça, on ne veut pas trop se prononcer là-dessus, mais on pourra vérifier plus tard s'il y a d'autres recours pour ça que le gouvernement va proposer. Parce que du point de vue personnel, ça c'était un prêt qui avait été fait du point de vue personnel. M. Fontenelle vous avait prêté à votre amie, puis elle fait faillite. Il y aurait peut-être lieu de considérer une créance douteuse pour juste amortir ce montant-là, si qui serait recouvrable dans le futur, au lieu de l'enlever complètement tout d'un coup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Hein?